bienvenue sur Rhubarbe, le podcast RH qui met les professionnels RH au centre des discussions. Rhubarbe, c'est le podcast qui met en avant toutes les nouvelles pratiques RH. Je suis Mélanie, la fondatrice de Rhubarbe, et je reçois aujourd'hui Anastasia Doshi, chargée de formation chez Dassault Systèmes à Aix-en-Provence, et Philippine Delabarre, chargée de mission RH chez Mobivia Group à Villeneuve-d'Ascq, pour parler transmission des compétences. Alors bonjour à toutes les deux, et merci de me rejoindre sur ce podcast pour partager vos pratiques, vos expériences et vos conseils. Alors Philippine, si j'ai bien compris, on retrouve 3 grands principes dans la transmission des compétences. Le passeressage, la puissance de l'invisible est insoupçonnée, et la transmission des compétences permet de faire de la compétence individuelle une compétence collective. Si je reviens sur la première notion, le passeressage, c'est en fait de répondre à la question « Comment me préparer à demain ?» C'est en fait tirer des enseignements du passé pour construire l'avenir. Le deuxième point, la puissance de l'invisible est insoupçonnée, c'est en fait les facteurs dont on n'a pas conscience. C'est toutes les compétences et les actions qui ne sont pas écrites dans l'entreprise. C'est ce qui repose sur l'expérientiel. D'ailleurs, ne loupez pas le prochain podcast qui reviendra sur ces 2 premiers piliers. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est le principe suivant. La transmission des compétences permet de faire de la compétence individuelle une compétence collective. Alors Philippine, pourrais-tu m'en dire un peu plus à ce sujet ? Alors oui, effectivement, Mélanie, comme tu l'as expliqué, il y a bien 3 principes. Mais aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le 3e principe, qui est les compétences individuelles deviennent des compétences de l'organisation. Pour ma part, il s'agit du principe le plus important. Lorsqu'on sous-entend compétence individuelle, on sous-entend une compétence personnelle et donc n'est pas universelle. Lorsqu'elle devient une compétence de l'organisation, selon moi, elle est transmise à tous et donc au collectif. C'est-à-dire qu'elle sera assez formalisée pour être connue et accessible à tous. En effet, l'ouverture de cette compétence au collectif, elle est quand même importante, car elle permet de capitaliser et de proposer une passation plus efficace, mais aussi de sauvegarder la compétence dans l'entreprise, de réussir à s'adapter plus facilement en situation, en tout cas, et de retenir un souvenir, entre guillemets, des essais qui ont déjà été expérimentés et de mutualiser les compétences. Pour moi, cette compétence, elle permet aussi de gagner du temps, notamment lors d'une passation, par exemple. Si celle-ci est bien transmise, la nouvelle recrue a déjà une connaissance des bons trucs et astuces. Il ne s'agit donc plus d'un seul individu qui a la connaissance et la compétence d'effectuer une mission, par exemple. Il s'agit d'une connaissance disponible et transférable à d'autres. En effet, la compétence, selon moi, est définie par 3 principes qui sont quand même connus de tous, qui sont le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Or, ce que les personnes ont tendance à oublier, c'est avant tout l'expérience. La compétence expérientielle, elle se forme avant tout après avoir vécu et appris de ses propres expériences. Donc celui qui a le plus d'ancienneté, finalement, c'est celui qui a tiré des leçons suite à ses agissements et ses propres essais. Donc cette expérience fait elle-même partie de ce qu'on appelle les compétences individuelles. Et elles sont notamment très importantes dans la transmission des compétences pour devenir une compétence de l'organisation. Je vais vous donner un exemple. En lien avec ce que j'ai vécu dans ma propre expérience, j'ai pris un poste de généraliste RH, donc avec beaucoup de facettes du métier, plusieurs casquettes, il y a environ 1 mois, alors que la responsable était déjà partie. C'est vrai qu'il n'y avait pas de process écrit, pas d'organisation. Je n'ai pas eu de passation de compétences. J'ai été confrontée à prendre un poste sans réelle passation, donc sans retour sur l'expérientiel. Autant vous dire que cette prise de poste a été, et elle est encore très compliquée.
dans le sens où je n'ai pas eu les expériences passées, je n'ai pas non plus eu de formalisme sur les pratiques du métier. Peut-être que je devrais moi-même refaire les mêmes erreurs ou faire des essais qui ont peut-être déjà été expérimentés. Mais sans formalisme ni sans passation, ceux-ci n'ont pas été transmis. Donc, ils ne sont pas devenus des compétences de l'organisation. Finalement, ces compétences sont parties avec la responsable qui a quitté son poste. Ces compétences, justement, appartenaient à une seule personne, appartenaient à un nom. Elles n'ont pas été transférées dans l'organisation. Donc, effectivement, si je devais conclure aujourd'hui, je passe énormément de temps à chercher l'information et à me reconstruire mes propres trucs et astuces. Si effectivement je suis amenée à quitter mon poste un jour et que je n'ai pas pu effectuer de passation ou qu'il n'y a pas eu de formalisme, eh bien la transmission des compétences repartira de zéro. Ah oui, c'est quand même très frustrant de savoir que l'entreprise perd toutes ses compétences puisqu'elle ne se concentre que dans une seule main. D'ailleurs, avec le recul, qu'aurais-tu préconisé ? Alors si c'était à refaire, j'aurais souhaité faire une vraie passation en doublant avec l'ancienne responsable au moins durant plusieurs semaines. Après, certes, ça prend du temps et c'est plutôt coûteux pour l'entreprise, mais au moins on assure une qualité de service efficace dès la prise de poste. Et en doublon avec elle, du coup, j'aurais pu noter ses astuces du métier, vivre l'expérience avec elle, noter les subtilités du quotidien qui peuvent aujourd'hui, du coup, à tout moment me revenir lors de ma prise de poste. D'ailleurs, nous aurions également pu faire appel à une société externe pour nous aider dans la réalisation de cette passation. Et enfin, selon moi, il aurait été judicieux de mettre en forme de la documentation, telle que des checklists ou un drive complet et bien rangé qui puisse être assez pertinent pour savoir où retrouver les dossiers. Merci Philippine. Alors, d'après toi, Anastasia, pourquoi est-il si fondamental d'inclure l'expérience comme une composante de la compétence ? Ou alors, pourquoi est-il si important, finalement, de transmettre l'expérience en plus des compétences écrites dans les process ? Tout d'abord, merci Mélanie pour cette question. Pour y répondre, moi je vous propose deux définitions. Tout d'abord, la définition de la compétence et la définition de l'expérience pour vraiment bien comprendre ces deux termes. Tout d'abord, donc la compétence, c'est quoi ? C'est la combinaison de la pratique professionnelle, des connaissances et des comportements professionnels. Il est vraiment essentiel d'inclure comme composante de la compétence l'expérience. L'expérience, elle, se définit comme une somme des acquis, des vécus, des ressources détenues par une personne et sa capacité surtout à en tirer des leçons et à apprendre. Cette expérience, elle, lui permet d'agir plus rapidement et efficacement. En fait, un collaborateur peut être compétent car il agit de ses expériences passées. L'expérience permet aux collaborateurs de développer des compétences qui sont difficiles à apprendre à partir de la théorie ou permet tout simplement de renforcer la compréhension des connaissances théoriques par exemple. Alors maintenant que l'on comprend bien donc ces deux termes, ce qui est l'expérience, ce qui est la compétence, je vais vous expliquer pourquoi il est si fondamental d'inclure l'expérience comme une composante de la compétence. Tout d'abord, l'expérience finalement détenue par le collaborateur permet de résoudre des problèmes plus facilement. La pratique expérientielle permet, elle, à l'individu d'être plus efficace dans la pratique de son métier. Et c'est vraiment cette rapidité qui permet à l'entreprise de gagner en productivité. C'est pourquoi aujourd'hui, on le sait, les entreprises recherchent de plus en plus de candidats ayant de l'expérience. Cette expérience donc permet aux collaborateurs de développer des compétences complémentaires telles que la pensée critique, la prise de parole en public. L'expérience permet dans la plupart des cas
aux collaborateurs de vraiment se sentir à l'aise dans son métier, d'accroître la confiance, l'estime de soi. Ça a vraiment un impact finalement sur l'efficacité globale et ça représente une garantie pour l'entreprise. Selon le principe le passé est sage, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que de nombreuses réponses finalement se trouvent dans le passé. Ces réponses permettent de se préparer à l'avenir en tirant des enseignements du passé. Une personne, donc par exemple, qui a acquis de l'expérience, va forcément détenir des réponses pouvant servir à l'entreprise et donc être considérée comme une compétence clé et essentielle. En somme, il est vraiment important de retenir qu'il est important d'inclure l'expérience comme une composante de la compétence, car celle-ci est recherchée dans le monde professionnel et permet d'être plus compétent dans son domaine. L'expérience, donc au même titre que le savoir-faire comportemental et le savoir, sont vraiment essentiels pour une entreprise. D'accord. Et d'après toi, comment peut-on transmettre l'expérience puisqu'elle est intuitive, personnelle, c'est-à-dire qu'elle est spécifique à l'individu ? Effectivement, Mélanie, l'expérience est spécifique et personnelle à un individu, donc ça peut être compliqué de transmettre l'expérience. Il s'agit d'une compétence implicite qui est difficilement explicable et exprimable. Cependant, il existe quand même plusieurs façons, heureusement, de transmettre l'expérience à d'autres personnes. On peut tout d'abord partager l'expérience par le partage de connaissances, par le biais de réunions, de présentations, de discussions informelles. C'est vraiment au service formation et également aux managers d'encourager cette démarche de partage d'expérience en organisant régulièrement des sessions de partage de connaissances. Alors par exemple, au sein de mon entreprise, donc d'Asso Systèmes Provence, on organise plusieurs événements dans l'année donc, qui ont pour objectif de promouvoir la richesse du partage de connaissances entre collaborateurs donc, sur le site d'Aix-en-Provence. Ces événements permettent vraiment de partager donc les expériences de chacun, de découvrir ce que font les autres équipes, de favoriser les synergies pour enrichir donc la collaboration sur le site et de contribuer au développement professionnel individuel. Au cours de l'année, donc, on a proposé aux collaborateurs donc, diverses initiatives. Il y a eu les Demo Days. L'idée du Demo Days, c'est que chaque collaborateur volontaire, bien sûr, puisse présenter le résultat de son travail au cours d'une session d'une trentaine de minutes. Donc généralement, c'est assez rapide. C'est l'occasion de présenter une démo, de partager une expérience, de partager une nouveauté. Il y a également le partage de sujets techniques. Là, l'idée, c'est qu'une équipe partage vraiment son expertise, son expérience du coup sur une problématique spécifique et technique. Et enfin, on a mis en place les ateliers. Donc généralement au mois de décembre, chaque équipe anime un atelier pour permettre de manipuler leur application selon le déroulé d'un scénario proposé. Cette expérience est très appréciée par les collaborateurs car elle permet à chacun finalement de découvrir les applications développées sur le site et d'en savoir plus sur le métier de chaque collaborateur. La mise en place de l'AFEST, donc acronyme pour Action de formation en situation de travail, au sein de l'organisation peut être aussi un bon moyen finalement pour partager son expérience à autrui. Il s'agit d'une modalité pédagogique à part entière dans le code du travail qui permet de former selon 2 phases pédagogiques, donc une mise en situation réelle et une réflexion sur le bilan du travail fourni. Cette pédagogie est vraiment complète et efficace car c'est le salarié lui-même en fait qui forme le nouveau collaborateur. Et à ton avis, à quel stade de la compétence pouvons-nous parler d'une transmission réussie ? Eh bien Mélanie, à quel stade de la compétence pouvons-nous parler d'une transmission réussie ? Je dirais que c'est une bonne question. Selon moi, lorsque nous sommes inconsciemment compétents, cela signifie vraiment qu'on a acquis de l'expertise.
Par contre, il faut avoir en tête que pour transmettre des compétences, il faut que nous revenions à l'étape en dessous, qui est celle d'être consciemment compétent, puisqu'il faut vraiment que nous ayons en tête toutes nos compétences afin de pouvoir les transmettre. Et tu as peut-être un exemple concret à nous donner, peut-être une situation personnelle ou professionnelle qui t'aurait permis de vivre les différents stades de la compétence ? Donc effectivement, Mélanie, de mon côté, j'ai déjà vécu une transmission de compétences au cours de mon cursus. En septembre 2021, j'intègre l'entreprise Capgemini en tant que chargée de recrutement. En septembre 2022, je débute une nouvelle alternance dans une autre entreprise, donc Dassault Systèmes Provence, dans le domaine de la formation. En 2021, donc chez Capgemini, je suis vraiment inconsciemment incompétente dans le domaine de la formation, puisque je n'imagine pas que je vais obtenir un poste dans ce domaine, dans un autre domaine que le recrutement pour le moment. Et donc, je ne me pose pas forcément la question de mes compétences sur le sujet de la formation. En septembre 2022, j'intègre l'entreprise donc Dassault Systèmes Provence. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends conscience que j'ai beaucoup à apprendre et que je n'ai pas les compétences requises pour le moment pour mon poste. Donc, je deviens alors consciemment incompétente. Je décide donc d'apprendre. Alors, consciemment incompétente, ce que ça signifie, c'est que je sais que je ne suis pas compétente pour le moment dans le domaine de la formation. Et c'est pour cela que je décide donc d'apprendre. C'est très intéressant. Et justement, Mélanie, d'après toi, quels sont les enjeux majeurs pour l'entreprise en matière de transmission des compétences ? Est-ce que, d'après toi, il est intéressant d'intégrer ce sujet à la stratégie d'organisation ? Ah, mais c'est complètement essentiel, d'autant plus quand ces compétences sont dans une entreprise de niche ou sur un métier voué à l'extinction. Quel dommage d'accumuler autant d'expériences et de les laisser s'évaporer. Intégrer une stratégie de transmission des compétences me paraît quand même être nécessaire malgré tout dans chaque domaine. Moi, je travaille chez Orange, par exemple, où la mobilité professionnelle est plus que mise en avant et où les collaborateurs changent généralement de poste tous les 4 ou 5 ans. S'ajoutent à cela les nombreux départs en retraite. Bon, c'est une richesse pour le collaborateur qui peut évoluer, mais c'est aussi un risque pour l'entreprise qui peut perdre des compétences. Bien que les compétences acquises par le collaborateur sont mises à profit sur ces nouvelles fonctions. Mais sans transmission de compétences, c'est prendre le risque que tous les 5 ans, le collaborateur qui récupérera le poste va refaire les mêmes erreurs, reproduire peut-être le même schéma incomplet, ou pire encore, perdre les bonnes pratiques du sachant. Alors, on fait quoi à ce moment-là chez nous ? En fait, on écrit ce qui peut être écrit et on double nos chances en faisant généralement des semaines, voire des mois sur certains postes, de transmission des savoirs. C'est-à-dire que l'apprenant va suivre chaque jour le sachant pour lui expliquer ce qu'il fait, ses pratiques, ses astuces, etc. Merci à toutes les deux d'avoir contribué à ce podcast. Un grand merci de nous avoir donné l'opportunité d'échanger sur ce sujet. Merci Mélanie pour ce partage. Effectivement, pour moi, c'est vraiment essentiel d'intégrer une stratégie de transmission des compétences. Cela permet vraiment à l'entreprise, comme tu le disais Mélanie, de conserver les compétences, même dans le cas d'un départ de collaborateurs, de gagner du temps, d'éviter de reproduire certaines erreurs. On se retrouve la semaine prochaine pour approfondir nos compétences sur ce sujet. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine sur Rhubarbe, votre podcast RH qui met les professionnels RH au cœur des discussions.